Pourquoi Donald Trump s'est pressé de déclarer un cessez-le-feu entre les affrontements qui se passent entre l'Iran et l'Israël alors que lui n'est pas partie prenante dans les conflits? Qu'est-ce qui se passe? Fallait-il décréter un cessez-le-feu de 12 heures ou pas? Est-ce que le cessez-le-feu a été observé dans toutes les lignes de front? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout, vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analysons Congo International. Aujourd'hui, nous sommes le 25 du mois de juin. Nous venons encore faire notre courte analyse. Nous vous avons dit que chaque jour, nous allons essayer d'analyser les dynamiques ainsi qu'analyser tout ce qui est en train de se passer sur la planète Terre dans les aspects économiques, sociaux, culturels, avec un accent sur la diplomatie mondiale. Vous pouvez aussi participer à nos émissions si vous voulez bien, en nous écrivant, en demandant ce que nous puissions échanger ensemble avec vous. Nous pouvons toujours faire des analyses sur des questions liées au développement de la situation de diplomatie mondiale, régionale. Nous pouvons cibler des secteurs, par exemple, nous pouvons prendre l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, et plutôt l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale, l'Afrique subsaharienne. Nous pouvons prendre l'Amérique latine, l'Asie, un peu partout. Nous allons toujours mettre nos compétences à la disposition de tout le monde dans les domaines de stratégie géopolitique mondiale. Alors, bonjour, bonsoir. Cet espace, vous la connaissez, elle est sponsorisée par nos plusieurs partenaires et nous demandons à tout le monde qui a un produit, qui a besoin qu'on puisse parler de ça. En République démocratique du Congo, nous sommes le bras ouvert. Nous avons un temps limité où nous pouvons vous recevoir et parler de votre produit. Abonnez-vous, activez et partagez ces courtes analyses. Alors, déjà, nous, c'est Analysons Congo, mais ici, c'est Analysons Congo International. Nous portons un accent sur l'aspect international, mais Analysons Congo est focalisé sur des questions de l'analyse dans la région des Grands Lacs et notamment en République démocratique du Congo. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait au moins 12 jours depuis que les frappes ont commencé entre l'Israël et l'Iran. Vous le savez. Et quelques temps après, la nuit du 21, les États-Unis ont intervenu en frappant l'un des sites, parmi les 3 sites, les États-Unis ont frappé l'un des sites de l'Iran qui s'appelle Fordow. Et là, après cette frappe-là, quelques temps après, les États-Unis ont acclamé tout au fort qu'il a bien ciblé l'endroit qu'il voulait. Mais après juste que l'Iran ait répliqué en frappant la base américaine du Qatar, les États-Unis vont décréter un cessez-le-feu. Mais pourquoi donc décréter un cessez-le-feu alors qu'il n'est pas partie prenante du conflit? Je me suis réservé de faire toute analyse et j'ai observé, mais posant la question que je vous pose aussi. Si réellement les États-Unis avaient réussi leur frappe à neutraliser les capacités nucléaires de l'Iran, comme ils sont en train de le dire et prétendre aujourd'hui, pourquoi alors Donald Trump va-t-il décréter un cessez-le-feu? Si le frappe américaine avait réussi à 100%, si ils ont des preuves de la réussite à 100%, pourquoi alors décréter un cessez-le-feu? Pourquoi demander à ce que l'Israël se taise et que l'Iran se taise? Alors que l'objectif du frappe israélien sur les sites iraniens, c'était de réduire la capacité militaire de l'Iran et surtout c'était de réduire l'Iran en néant, et l'objectif qui est entre parenthèses caché, c'est de changer de régime en Iran, puisque c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent changer un régime car ils sont en train de prétendre que l'Iran est le plus européen et le plus européenne que arabe. Et pour eux, il faudrait que la tendance soit une tendance qui obéit à qui accepte l'OTAN et qui accepte les États-Unis. Et Israël, comme il dit, il veut changer la carte de la Moyen-Orient et surtout changer la carte dans la zone. Il aimerait à ce que les gens obéissent et acceptent ce qu'il est en train de faire. Mais revenons maintenant à ce qui s'est passé le 21. Parmi les sites qui étaient ciblés, nous avons les sites, les sites qu'on connaît, qui est populaire, qu'on est en train de parler. Aujourd'hui, c'est les sites de Fordow. Ces sites-là, ils se retrouvent dans le désert à plus de 50 km dans le désert de villes ou bien des endroits le plus connus. Mais le site en question, il est creusé, les Iraniens l'ont placé dans des montagnes.
Et c'est creusé à une profondeur de il est placé à une profondeur de plus de 80 mètres plus de 80 mètres de profondeur. Les États-Unis qui va venir pour cibler cet endroit et va utiliser ces bombes, ces appareils de dernière génération ou bien les avions adéquats, le B-2, avec une capacité de lancer des missiles à profondeur, et ces missiles sont capables de descendre à une profondeur de 60 mètres. Alors que comprenez déjà que la base qu'on est en train de cibler, elle est au moins à 80 mètres. Et pour l'atteindre, certains spécialistes et certains analystes, j'ai essayé moi-même de faire mes analyses par rapport à cet endroit. J'ai compris que l'une des bombes qui descend, elle a la capacité de descendre à 60 mètres, mais il faut au moins une grande capacité pour détruire ces sites-là. Chaque bombe qui a été larguée, chaque missile qui a été largué, elle coûte presque 50 millions de dollars. Et là, nous sommes à presque, on a largué 6 bombes, 6 missiles, on est presque à quelque chose comme 250 millions de dollars, sans tenir compte des autres éléments. Si nous prenons les calculs de tout, il y a ici bombardiers qui ont été envoyés, ils ont été convoyés, ils ont fait presque 48 heures de vol, les autres ont fait 11 heures de vol, les ravitaillements et tout ça. Les États-Unis, pour l'unique bombardement de ce jour-là, les États-Unis ont perdu 2,5 milliards de dollars. On estime à 2,5 milliards de dollars qui sont partis en fumée ce jour-là. Mais qui va alors payer la facture, sachant que la guerre coûte cher? Les États-Unis n'ont pas envoyé cet argent en l'air, la foutre en l'air. Ils les ont envoyés dans l'objectif et dans les soucis de la suprématie et d'anéantir l'Iran. La première des choses pouvant nous démontrer que les États-Unis ont réussi de frappe, on devait nous amener des images. Mais il y a un élément trop important que j'ai dit dans d'autres analyses, on n'a toujours pas identifié les activités radioactives ou la radioactivité de ces sites, puisque c'était un site qui gardait l'uranium enrichi, et si les sites avaient été bombardés et totalement nettoyés, comme les États-Unis le prétendent, il devait y avoir une grande activité radioactive, des activités radioactives pour dire que l'uranium devait se répandre. On devait sentir même pas, on devait quand même avoir des activités démontrant, par exemple, les satellites devaient nous dire qu'il y a une radioactivité dans la zone, il y a ceci, il y a cela. Il devait y avoir à 20% quelque chose démontrant que l'uranium était sur le site. Cela sous-entend que le site n'a pas été atteint. Voilà pourquoi les États-Unis vont se presser de dire qu'il faut faire un cessez-le-feu, puisque les États-Unis réalisent que d'abord il a perdu l'argent. Secondo, les cibles qu'on était en train d'attaquer ne sont pas le meilleur, n'ont pas été atteintes. Surtout que l'Iran, de son côté, avant de frapper les bases militaires américaines, l'Iran a annoncé aux États-Unis qu'ils vont frapper. Et les États-Unis, pourquoi ils ne se sont pas préparés? Certes, ils se sont préparés en sortant leur équipement. Mais pourquoi ils n'ont pas stoppé cela? Est-ce que l'Iran est en train de défier les systèmes sécuritaires, les systèmes militaires et les systèmes de défense à la fois américaines et israéliennes, puisque le même jour, il a aussi attaqué à la fois les États-Unis, la base des États-Unis au Qatar, et il a attaqué aussi Israël, bien que le Yémen est aussi venu? Est-ce que certainement l'Iran démontre à la face du monde que à la fois le parfait, c'est-à-dire le bouclier des Américains ne sont pas aussi plus performants qu'on le pense, leur système des renseignements n'est pas efficace, puisque s'ils étaient informés, ils n'allaient pas aussi utiliser seulement le bombe qu'ils ont utilisé sans pour autant arriver arriver aux cibles. Ils pouvaient par exemple utiliser 30, 40 bombes pour arriver aux cibles, puisque le cible qu'on espérait n'ont pas totalement été atteints. Jusque-là, personne ne produit de preuves, ni en image, ni quoi que ce soit. Alors, la seule façon pour les États-Unis de se laver vite, c'était de dire aux garçons, vous stoppez la guerre,
aller discuter. Dans l'entretemps, les États-Unis se passent pour quelqu'un qui a gagné la guerre, qui a gagné la situation, puisque pour le moment, il est en train de chanter sa victoire, mais en réalité, il n'y a pas de preuve de cette victoire. Là où ils sont pour le moment, aux cérémonies, là où ils se trouvent à La Haye, où ils sont en train de discuter au niveau de la Hollande, où ils sont en train de discuter dans des cérémonies G7, comme tel que vous le savez, G20. Certes, il a demandé aux deux garçons de parler, et il prétend avoir nui l'Iran, ça c'est Donald Trump, et que l'Iran, pour se retrouver, il lui faudra peut-être 20 ans, 30 ans, ou plusieurs décennies. Et c'est vrai, et c'est faux, on attend voir. De votre côté, pensez-vous que vraiment les États-Unis a réussi le coup, ou bien les États-Unis n'ont pas réussi le coup? Pensez-vous que l'Iran est en mesure de pouvoir continuer à se défendre? A-t-il gardé son équipement ou il l'a pas? Selon vous, qu'est-ce que vous pensez? À vous les commentaires. Nous gardons un œil sur ça et nous allons faire des analyses pour d'autres choses. Bonjour, bonsoir.